Bien, bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, on ne peut toujours pas tenir nos conseils en présentiel du fait de la pandémie, donc nous essayons malgré tout de maintenir le lien et de respecter nos engagements, c'est-à-dire de permettre ce premier temps, même s'il est restreint, mais d'échange avec la population. Du coup, on laisse quelques minutes, puisqu'on fait notre conseil municipal en visio, on laisse quelques minutes le temps aux personnes qui le souhaitent de rejoindre le Facebook Live avec des moyens techniques excellents. Voilà, on vous remercie tous pour votre participation et votre assiduité malgré le contexte difficile pour suivre les votes et échanges du conseil municipal. Bon, vous savez que je le disais, la pandémie est loin d'être terminée, bien que la campagne de vaccination continue de progresser à un rythme pour l'instant bien insuffisant, malheureusement, avec des informations qui sont parfois contradictoires. Voilà, l'idée, tant qu'on n'a pas le choix, tant que ça s'impose à nous, c'est de continuer d'agir dans ce contexte qui n'est pas simple. Je laisse 10 secondes encore, le temps à nos concitoyens de nous rejoindre. Je vous remercie aussi à tous les élus, toutes et tous, pour votre présence ce soir. Bon, ça doit faire bien facilement 1 ou 2 minutes que nous laissons le temps au public de s'installer derrière son ordinateur et son Facebook Live. Donc nous ne dérogeons pas à nos traditions qui nous paraissent saines, celle du coup des questions du premier temps du conseil municipal dédié les questions du public à leurs élus. En l'occurrence, si jamais pour le ou les prochains conseils municipaux, vous souhaitez poser des questions, vous pouvez évidemment les envoyer par mail à la mairie et nous les lirons et nous essaierons d'en faire les réponses les plus claires et précises possibles. Nous avons reçu 2 personnes qui nous ont envoyé des questions avec plusieurs questions à chaque fois. Donc je vais me permettre de les lire et nous allons collectivement tenter d'y répondre. Alors nous avons Madame Sophie Bouvet qui nous pose donc un certain nombre de questions. Je vais lire immédiatement. Au vu des différents événements survenus dans le quartier des Jean-Marins et des Honnêtes, rixes, tirs de mortier, etc., quelles sont les mesures envisagées par l'équipe municipale? Les caméras et les ASVP promis seront-ils enfin mis en place? Concernant le mobilier urbain abîmé, la mairie envisage-t-elle de le remplacer et à quelle date exactement? On a ensuite une seconde question. Pour les incivilités récurrentes, voitures stationnées sur la voie publique ou en double fil, voitures ventouses, déchets sauvages, quelles sont les actions mises en place? Alors je vais commencer à produire une réponse pour la première question. Alors je m'excuse déjà auprès du public, mais c'est pas évident de parler avec le masque en permanence sur la figure, ça coupe la respiration et donc parfois en plus l'intonation n'est pas toujours très claire, donc j'essaye de faire au mieux, mais le masque ne simplifie rien. Alors, au vu des différents événements survenus, donc les événements violents de la semaine passée, dans le quartier des Jean-Marins et des Honnêtes, quelles sont les mesures envisagées par l'équipe municipale? Les caméras et les ASVP promis seront-ils enfin mis en place? Et le mobilier urbain abîmé, qu'en est-il? Quand est-ce qu'on le remplacera? À quelle date? Sur d'abord les mesures envisagées par l'équipe municipale, je vous remercie de poser cette question. Ça permet une fois de plus, mais c'est toujours bon de dire les choses. Je pense malheureusement que trop peu de personnes regardent ce conseil municipal, mais c'est toujours bon de dire les choses. D'abord, c'est un phénomène qui ne touche pas malheureusement uniquement Fleury-Mérogis, que ce soit en Essonne ou en France, et c'est un phénomène urbain qui tend à se développer. Le fait de la présence du Covid
n'est pas le seul facteur, mais n'est pas innocent à tout ça. On n'a plus d'activité, plus de vie associative, plus de vie sportive, etc., etc. Donc c'est un fait qui n'aide pas. Sur les mesures envisagées par l'équipe municipale, je ne sais pas si ça vous rassure, mais d'abord, je souhaite dire que l'équipe municipale ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et que nous avons un certain nombre d'éléments, de dispositifs que je vais vous indiquer qui sont en cours de travail. Tout ça dans un contexte où, vous le savez certainement, et là quand je dis vous, je ne m'adresse pas qu'à Madame Bouvet, mais à l'ensemble des gens qui nous regardent et à l'ensemble des habitants de la ville, dans un contexte où les finances des communes sont réduites d'année en année par le gouvernement, sans que ça n'émeuve grand monde pour le moment, que les forces de l'ordre, les forces de police, les services publics nationaux sont réduits aussi régulièrement sans que pour l'instant ça n'émeuve grand monde. Malgré ça, on a des mesures qui allient l'activité municipale et l'activité citoyenne, parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, il y a des réponses et il y a un ensemble d'acteurs qui doivent répondre. La ville fait partie de ces acteurs-là, l'État fait partie de ces acteurs, les adultes qui entourent les jeunes, donc monsieur, madame, tout le monde qui les croise dans la rue, font partie de ces acteurs, les associations font partie de ces acteurs, les parents font partie de ces acteurs, et s'il manque un maillon de cette chaîne, forcément, c'est l'éducation globale des jeunes qui est mis en difficulté. Pour ce qui concerne la mairie, nous avons déjà organisé une première réunion avec les maires du quartier, Maman Fleuret-Cumoise, avec aussi la présence de la préfecture et de la gendarmerie, pour essayer de mettre des mots sur les problèmes, mots MOTS, sur des problèmes, et d'essayer d'y trouver ensemble des solutions. Nous avons des pistes de propositions, d'actions, et l'idée, comme je le disais, c'est de solliciter aussi bien l'énergie institutionnelle qu'est la mairie, que l'énergie bénévole et citoyenne que peut produire chacun d'entre nous. Suite à cette réunion, il était prévu d'en organiser une aussi en commun avec Sainte-Geneviève-des-Bois, les maires, les familles de Sainte-Geneviève-des-Bois. Cette réunion devait initialement se tenir la semaine prochaine, mais bon, puisque les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois souhaitaient d'abord se réunir entre eux avec ma présence avant pour préparer la venue des familles Fleuret-Cumoise. Le fait est que la réunion, les Fleuret-Cumois sont intervenus dans cette réunion, du coup ils y ont été accueillis. Donc on a organisé dimanche, hier, une rencontre avec les familles génovéfaines et Fleuret-Cumoises. De cette rencontre ressort que les familles sont également préoccupées que ce soit de Sainte-Geneviève-des-Bois ou de Fleury-Mérogis par la situation. Elles veulent toutes trouver des solutions. Elles sont prêtes, les familles génovéfaines, à créer des choses communes avec les familles Fleuret-Cumoises, parce que ce sont les mêmes familles, c'est les mêmes enfants. Ils habitent d'un côté ou de l'autre d'une situation administrative, mais il n'y a pas de raison qu'ils se tapent dessus au point de presque s'entretuer. Donc il y a des actions communes qui vont émerger de ces rencontres entre Fleuret-Cumois et Génovéfins. Ensuite, donc déjà la mairie accompagne tout ça, les deux mairies, la municipalité de Sainte-Geneviève-des-Bois et la municipalité de Fleury-Mérogis. Ça, ce sont les premiers éléments. Ensuite, on a d'autres éléments en direction de la jeunesse, où la ville a déjà changé cette année de structure jeunesse pour pouvoir accueillir plus de jeunes. On est passé du chalet à l'espace d'Aquin, et donc on accueille plus de jeunes. On réfléchit actuellement à produire des activités, des actions en dehors des murs et au cœur du quartier, dans un temps court. Ça se travaille, ça se prépare, mais on réfléchit à produire des actions dans le quartier dans un temps court, en direction de la jeunesse. Ça fait 1 an que nous travaillons à créer un service de médiation, et donc, pareil, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais nous sommes dessus, et nous avons bon espoir que ce service aboutisse avant les vacances d'été 2021. Je préfère pas donner de délai précis parce que ça peut parfois un peu glisser, mais en tout cas, on travaille à créer du coup un service de médiation, quelque chose qui n'existait pas.
On va réouvrir cette année le PIGE, le point information jeunesse, quelque chose qui n'existe plus non plus depuis trop d'années. Donc la ville, elle est active sur ce sujet. On est en lien aussi avec le CEPFI, qui est qui concerne des éducateurs spécialisés qui agissent principalement au collège. Nous sommes en lien pour les questions de sécurité régulièrement avec la gendarmerie. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, mais un dispositif important s'est tout de suite déployé sur Fleury-Mérogis. Effectivement, la grande question, c'est et après, quand ils seront plus là, je vous le dis, ça nécessite la mobilisation de tous les acteurs et la mairie tente de répondre à tout ça. Vous parlez ensuite, alors sur le plus long terme, nous sommes aussi en train de travailler à la création d'un centre social sur le quartier des Honnêtes, équipement qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc la mairie investit considérablement. Pour ce qui concerne la pratique sportive, on va développer dans ce mandat des équipements de street workout, de sport extérieur. Donc tout ça représente des sommes importantes. Et donc la mairie reste pas les deux pieds dans le même sabot. Elle agit très concrètement au service des habitants, mais elle ne peut pas se substituer à tout et tout le monde. Et je le redis, l'ensemble des maillons de cette chaîne sont importants. Je fais le lien ensuite avec les caméras et les ASVP, promis. D'abord promis, avant notre mandat, il n'existait pas de caméras sur cette ville. À la fin de notre mandat, il existera des caméras sur cette ville. Nous sommes en train de réaliser, de travailler avec un prestataire pour qu'il réalise une étude préalable à l'installation de ces caméras. Ça sera fait cette année. Et du coup, courant 2022, début 2023, nous commencerons à installer des caméras de vidéoprotection sur la ville. Après, c'est un outil, mais c'est un outil qui ne règle pas tout, qui contribue, mais qui ne règle pas tout. En tout cas, à la fin de ce mandat, il y aura des caméras sur cette ville. Il n'y en avait pas au début. Les ASVP promis seront-ils enfin mis en place? Les ASVP promis, en fait, ont déjà été mis en place, sauf qu'ils sont restés 2 mois, parce qu'ils ont circulé sur la ville, parce que certains leur ont mis un peu la pression, et que du coup, ils ont préféré quitter la ville. Donc ensuite, une fois que vous avez des agents qui quittent la ville, le service en lui-même existe, mais les agents, les postes ne sont pas pourvus. Une fois que vous avez des gens qui quittent la ville, il faut reproduire une annonce, il faut ensuite passer des entretiens, et il faut réussir à tomber sur les bons candidats, et des candidats qui savent garder leur calme et leur sang-froid, qui ne soient pas des cow-boys, mais qui savent aussi agir sur le territoire de façon sereine. Donc on est en cours de recrutement, on a des postes à pourvoir, 2. On en a déjà un qui devrait aboutir, on en cherche un deuxième, un second. Et dès que nos 2 ASVP seront là, évidemment, ils commenceront à circuler sur la ville, et en espérant qu'ils puissent rester plus de 2 mois cette fois-ci. Mais à chaque fois qu'un agent vous quitte, c'est une procédure à remettre en place qui n'est pas simple. Ça se trouve pas un agent comme ça au bout d'une semaine. Du coup, on l'a fait l'année dernière, ils nous ont quittés, on est en processus de recrutement, et voilà, l'idée c'est d'aboutir à quelque chose de stable dans le temps. Enfin, concernant le mobilier urbain abîmé lors de ces RICS, vous avez raison de le souligner, il y a eu du mobilier urbain d'abîmé. Évidemment, il va être changé. Pour l'instant, je suis incapable de vous donner une date précise. Ce que je peux dire quand même, c'est que les RICS ont été un phénomène qui contribue à abîmer le mobilier urbain, mais c'est pas le seul dans la ville, c'est pas le seul phénomène qui contribue à abîmer du mobilier urbain. Tous les jours, on a des personnes adultes qui scient des poteaux pour pouvoir se garer sur une place qui n'était pas prévue pour ça, qui ont cassé par exemple les gros pots de fleurs qui se situaient sur la rue Rosa Parks en face de Leclerc et qui évitaient le stationnement, des personnes ont cassé ça à coups de masse. Il faut vraiment avoir la volonté de le faire. Voilà, on a quotidiennement des incivilités de ce genre qui abîment le mobilier urbain, et donc on a un plan annuel de remplacement, mais c'est des sous, c'est des frais, et donc on ne peut pas toujours remplacer aussi vite qu'on souhaiterait. Voilà, donc c'est un vrai phénomène et qui ne concerne pas que les RICS, et là qui interroge le monde adulte. On pointe souvent du doigt les jeunes, mais ils ont aussi des exemples devant eux, et quand on voit un adulte qui scie des poteaux ou qui casse à la masse un pot de fleurs,
ça doit nous interroger aussi sur ce que nous produisons au quotidien, parfois un certain nombre d'adultes. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, nous avons les incivilités récurrentes, voitures stationnées sur la voie publique ou en double fil, voitures ventouses, déchets sauvages. Est-ce que Roger Perret souhaite intervenir et je compléterai si nécessaire? Mon intervention portera essentiellement sur les déchets sauvages. Difficulté avec le masque. Excusez-moi, je vais tenter d'avoir une élocution bien compréhensible. Sur les voitures ventouses, on connaît le problème, hein. On est en lien avec la gendarmerie, mais on n'a pas toujours les soutiens nécessaires. En tout cas, nous persévérons dans les efforts pour aboutir à ce que ce point-là s'améliore. Concernant la propreté, d'abord, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très visible pour examiner si ça s'est amélioré ou pas. Puisque quand on nous parle d'incivilité, on ne nous parle pas de tout ce qui a été fait pour maintenir la propreté, on nous parle plutôt systématiquement des déchets qui restent. J'ajoute que la question des masques est quelque chose maintenant, il y en a partout. Il y en a partout. Nous mettons les masques pour nous protéger et ils sont jetés par terre et exposent notamment les agents de la ville, parce que c'est eux qui sont amenés à les ramasser. Donc là-dessus, cela dit, je ne veux pas rester simplement sur cette question. Je voudrais dire d'abord la première chose. Il y a eu, depuis notre mise en place, des efforts conséquents des agents et une persévérance pour améliorer la situation telle que nous avons pu la connaître au moment où nous sommes arrivés. Il faut garder en mémoire la situation et l'état de propreté dans la ville quand nous sommes arrivés. Tout le monde est d'accord pour dire, même si ça ne se dit pas suffisamment, qu'il y a eu des améliorations. Qu'avons-nous entrepris? D'abord, un travail avec l'agglomération qui est présente régulièrement sur la ville pour nous soutenir une fois par semaine. Une fois par semaine, il passe. Oui, ils n'y étaient pas avant. Deuxième chose, toujours avec l'agglomération, nous avons entrepris des actions de sensibilisation. Les uns et les autres, certains d'entre vous ont participé à la présence pour cette sensibilisation devant le clerc et d'autres ont participé à la remise des documents dans les bâtiments. Donc, il y a tout ce travail de sensibilisation qui a été fait. Deuxième démarche que nous avons entreprise, parce que c'est une démarche c'est une action qui se fait sur le long terme, on ne réglera pas du jour au lendemain. Par contre, nous avons entrepris de rencontrer l'ensemble des bailleurs pour aboutir à des engagements qui soient des engagements qui lient à la fois la ville, l'agglomération et les bailleurs, en donnant à chacun sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité. Donc ça, c'est en cours de concrétisation. Sans doute que vous avez pu constater dans un certain nombre de quartiers qu'il y a aujourd'hui la présence des agents ou d'agents qui ne sont pas de la ville qui participent à l'effort de propreté. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième démarche que l'on poursuit toujours dans le même sens, comme on a l'avantage d'avoir l'ensemble des poubelles sur les lieux publics, c'est un inconvénient pour tout le monde, mais c'est surtout un inconvénient pour les agents, pour la ville. Donc nous rencontrons, c'est en cours, ça a commencé la semaine passée, ça va se poursuivre dans le mois. On va rencontrer l'ensemble des syndics et des présidents de copropriété. C'est en cours avec le même objectif, à savoir chacun prend sa part de responsabilité dans la démarche. Vous savez que c'est un quartier qui est un éco-quartier. Et il y a dans certains bâtiments, et dans une grande partie des bâtiments, aucun lieu où peuvent être accueillis les encombrants. Il faut aussi qu'on aborde ce sujet-là. Donc c'est des sujets qui sont abordés. Après, on va continuer la démarche en rencontrant l'ensemble des magasins qui sont sur la ville, parce qu'aujourd'hui, leurs déchets, ils les déposent dans les bacs et parfois, ça contribue à ce qu'ils soient pleins
Et ce qui fait que quand il y a des gens, des bâtiments qui viennent derrière, donc on est en train là de voir comment créer un lieu où ils pourront déposer leurs ordures. Donc ça, c'est tout ce qui est en cours. L'autre chose que nous faisons, c'est que, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un travail en direction des agents, les agents travaillent, mais il y a aussi d'autres personnes que les agents qui, aujourd'hui, participent à la propreté sur la ville. Dans certains quartiers, on voit des gens avec des pinces qui continuent à faire les choses. Le secteur a fait l'objet d'un gros investissement qui est un effort conséquent de la ville, avec la présence maintenant sur la ville d'une balayeuse qui participe à cet élément de propreté. Donc, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est une bataille constante. Ce n'est pas toujours visible parce que systématiquement, c'est ce qui se voit et ce qui est resté sur la voie publique, que l'on nous dit il y a des déchets, etc. Mais personne ne voit l'ensemble du travail qui est fait de coordination avec l'agglo et avec les services pour faire que ce soit plus propre. J'ajoute que les habitants de la ville auront la possibilité de participer à un grand nettoyage. La journée a été fixée au 29 mai. Tout le monde sera invité à participer à cette journée de nettoyage. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ai omis de dire, mais en tout cas, ça fait l'objet d'une démarche constante. Voilà. Non, oui, merci. J'ajoute aussi qu'on est en relation régulière, et ça fera le lien en plus avec la question suivante, évidemment avec les forces de gendarmerie. Je suis convaincu que les futures caméras de vidéoprotection sont un outil supplémentaire bien utile aussi. Les quelques fois où on a réussi parfois à régler rapidement des situations de dépôt sauvage, il est bien que vous le sachiez, c'est quand des personnes avaient été identifiées et quand la plainte de la mairie avait été appuyée par des témoignages d'habitants qui confirmaient l'identité des personnes. Ça nous a permis de leur mettre des amendes et de leur faire enlever le dépôt sauvage qu'ils avaient déposé. Donc ça, c'est des petites victoires qu'on ne sait pas toujours, mais c'est des choses importantes. Sur les voitures ventouses, ça a été dit, c'est un problème important sur la ville et qui concerne tous les secteurs de la ville. Il n'y en a pas un qui est épargné. Il y a plusieurs éléments. D'abord, on fait un travail avec la gendarmerie régulier, mais vous avez aussi besoin qu'il se libère des places dans les casses, et c'est pas toujours le cas. Et on va dire que le stock de voitures ventouses sur la ville est pour l'instant trop important, puisqu'on parle de plus de 200 voitures, et on peut pas évacuer 200 voitures en un an, enfin c'est impossible. Donc c'est effectivement un fléau contre lequel nous luttons, et par rapport à la première question que vous posiez, on a bon espoir aussi que les ASVP puissent contribuer d'amener un peu plus d'ordre sur tous ces stationnements un peu sauvages, sur ces voitures ventouses et ces déchets sauvages, parce que la gendarmerie fait aussi ce qu'elle peut, mais son territoire est vaste et elle ne peut pas en permanence s'occuper des voitures en double fil ou mal stationnées sur la ville. De ce point de vue, les ASVP seraient une aide précieuse, si tant est qu'il reste plus de 2 mois. Je fais le lien du coup avec la seconde question, avec la seconde personne qui nous a posé des questions, Mme Gisèle Lebeau, donc qui nous parle du stop de la rue Marc Chagall. Pensez-vous intervenir auprès de la gendarmerie afin que le panneau de stop ne soit plus transparent, entre guillemets? Les véhicules ne ralentissent même plus, problème récurrent depuis des années, plus de 10 ans. Malgré les promesses de la gendarmerie qui a donné plusieurs rendez-vous aux présidents des associations de locataires, ces rendez-vous ont toujours été annulés au dernier moment. Ensuite, il y a une deuxième question de Madame Lebeau. Donc, écoutez, sur ça aussi, nous interpellons assez régulièrement la gendarmerie. Bon, deux choses sur cette question. Tout d'abord, on réinterpelle les gendarmes, mais je vous l'ai dit, le territoire est vaste et ils ont du mal à se déployer simplement sur des moments comme ça d'incivilité à la rue Marc Chagall. Si nous disposions d'ASVP
dans un temps plus long que seulement 2 mois, ça nous permettrait de les poster aussi à des endroits dont on a connaissance comme ceux-là, où particulièrement le matin et en fin d'après-midi vers 17h, on sait très bien qu'il y a beaucoup de circulation et que beaucoup de personnes ne respectent pas. Ça permettrait de verbaliser un petit peu, parce qu'on est dans l'idée d'une politique qui mêle sensibilisation, prévention et sanction. Et donc, il nous manque un peu l'aspect sanction pour le moment. C'est ce que je peux vous dire sur le stop. C'est aussi la rue Marc Chagall, la rue qui va border le lieu de la future école. Et donc, il va y avoir certains aménagements dans le courant de l'année prochaine pour la construction de cette école. La rue Marc Chagall va faire partie de ces quelques éléments. Et donc, on va aussi la revoir un peu pour essayer de ralentir et sécuriser un peu plus la circulation. Mais ça reste un point un peu noir en termes de circulation de la ville. On en est très conscient, il y en a d'autres, et celui-là en fait partie. Ensuite, vous aviez une deuxième question. Lors d'un conseil municipal fin 2020, je ne sais pas si c'est fin 2020 ou avant, mais dont acte, c'est pas grave, vous avez fait voter une délibération concernant les frais d'avocat afin de défendre un membre de votre équipe, je me permets de rectifier, mais afin de défendre un élu, agressé devant une école. Le jugement ayant été communiqué sur le Parisien, il ne s'agissait plus d'agression parent d'élève sur un élu, mais d'un différend entre 2 personnes qui s'est réglé en public. Différent, vous êtes généreuse. L'élu va-t-il rembourser et prendre à sa charge les frais de sa défense plutôt que sur les deniers de la ville? Alors, tout d'abord, et j'espère que ça clôturera un peu ce non-sujet, je l'avais dit, je le redis, je le redirai, si n'importe quel élu, c'est pour ça que j'ai dit élu à la place de membre de mon équipe, parce qu'il ne s'agit pas d'un membre de mon équipe, si n'importe quel élu, et s'il y avait encore des élus d'opposition, se faisait agresser, on ne se poserait pas la question de savoir si la mairie porte plainte pour le défendre ou pas. On porterait plainte. C'est un fait. De la même façon, pour un agent municipal, si un agent se fait agresser, il doit pouvoir aussi bénéficier de la protection fonctionnelle, et donc ça ne pose pas de question. Donc ça, c'est la première chose. Donc je l'affirme et le réaffirmerai. Quand un élu ou un agent municipal se fait agresser, quel qu'il soit, on doit porter plainte. Ensuite, il y a eu le jugement, effectivement. Et bien, sachez 2 choses. D'abord, suite à ce jugement, l'avocat, vu que la fonction d'élu n'a pas été mise en avant dans le jugement, l'avocat ne facturera pas à la ville les frais du procès, et donc ça ne coûtera rien aux deniers publics de la ville, premièrement. Ensuite, deuxièmement, la personne qui a été condamnée est pour le moment insolvable, et du coup, elle avait de toute façon, dans l'immédiat, pas indemnisé l'élu agressé. Et il s'agit bien de ça dont on parle. Il s'agit bien, il faut le rappeler parce que parfois on a presque le sentiment que les choses s'inversent. On a une personne agressée et une personne agresseur. On a une victime et un coupable, et on a une personne coupable d'agression, condamnée pour cet acte, et on a une personne qui a été victime d'une agression et qui a droit à des réparations pour cet acte. Donc les deniers publics ne sont pas en péril, et justice a été rendue, et donc il convient que les personnes reconnues coupables d'agression puissent effectuer leurs sanctions et surtout être appelées à ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire elles ont été condamnées pour agression sur une tierce personne. Voilà, j'espère que nos réponses ont été claires. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours l'opportunité de les reposer ou d'en poser d'autres pour le prochain conseil municipal. Et puis si jamais même de nous croiser, quelle que soit la personne que vous croisez ou l'élu, de lui aussi en poser. Nous sommes des élus disponibles, nous n'évitons pas le débat et nous n'évitons pas les sujets, et nous portons de beaux sujets. À ce titre-là, avant de faire l'appel, je tiens à dire que ce conseil municipal, comme d'autres avant lui, mais celui-là quand même, est un conseil avec de l'importance, puisqu'on va voter un certain nombre de délibérations qui concrètement prouvent et montrent l'avancée que nous avons sur certains sujets dans des temps courts pour des dossiers qui sont parfois complexes. Et c'est bien, ce conseil est une étape qui marque que d'abord les élus sont au travail et l'administration aussi, et qu'il était temps dans cette ville
qu'une équipe se préoccupe un peu des besoins de la ville et des habitants. Alors, nous allons procéder à l'appel pour ouvrir ce conseil municipal. Olivier Corzani, présent. Roger Perret. Présent. Alors, Espérance Niari, absente, donne pouvoir à Roger Perret. Rudy Sitcharn. Alice Fuentes, absente, donne pouvoir à Olivier Corzani. Yves Guettari, absent, donne pouvoir à Daniel Moisan. Daniel Moisan. Nordine Medouni, absent. Isabelle Durand. Ghislaine Laruelle. Maria Bernardo. Annie Marcet. Christian Darras. Martine Goissens. Jeannette Otto. Didier Gaba. Rudy Gastrin. Laurent Doisselet. Aline Thiol. Marie-Gisèle Belzine. Tiffaine Valderon. Sami Toumi absent. Hicham Ouba. Mamadou Sakho. Il a du retard, donc je ne sais pas s'il va arriver. Sati Tal donne pouvoir à Isabelle Durand. Mélanie Barbou. Julien Corzani. Madiou Matandia. Sophia Méjoï. Albert Lavenette. Et la secrétaire de séance sera Isabelle Durand. Alors, je vous informe que le point numéro 15, la délibération numéro 15 de notre conseil municipal est retiré. Il s'agissait d'une délibération concernant le SMOIS et à sa demande, et nous le retirons à sa demande puisqu'il reste encore des aspects administratifs à préciser. Et donc, le SMOIS nous demande de retirer la délibération numéro 15. Nous la passerons au prochain conseil municipal si le SMOIS est prêt d'ici là. Concernant les décisions du maire, y a-t-il des remarques? En gros, il y a 2 décisions qui concernent la mise à jour du permis poids lourd d'agents, 2 décisions qui concernent des associations, une décision sur la mission d'accompagnement pour la recherche de financement et de subventions. Nous aurons donc d'ailleurs un aspect concret dans ce conseil municipal de cette mission. Nous avons ensuite des décisions qui concernent la vie courante de la commune avec des marchés qui concernent l'essence avec Total, des nominations de mandataires. Nous avons un atelier artistique, une décision concernant la signature d'une convention séjour été. Donc nous travaillons à organiser les colos pour nos jeunes et nos enfants pour cet été, et ce n'est pas toutes les communes qui le font. Réalisation, une fois de plus, d'ateliers artistiques, je le savais, il y avait bien 2 décisions. Nous avons une convention de formation professionnelle pour les gestes de premier secours. Une décision qui concerne une demande, enfin une sollicitation de subvention à la DETR de l'ordre de plus de 262 000 euros. Voilà les résultats aussi de la recherche de financement. Ensuite, la nomination d'un mandataire et d'un régisseur titulaire. Bon, je ne pense pas que ça suscite des remarques ou des questions. Nous passons au procès-verbal du Conseil du 8 février 2021, où il serait bon d'écrire compte-rendu, non pas délibération en intitulé. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce compte-rendu. Bien, je vous propose de l'adopter. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, nous passons à un moment important de cette année. Comme tous les ans, il y a plusieurs moments importants dans les séquences de la vie démocratique locale. Vous avez le rapport d'orientation budgétaire qui marque les intentions politiques de la majorité sur le budget pour l'année. Vous avez le vote du budget qui traduit par les chiffres et par le budget communal ces intentions politiques. Donc avant que la présentation du budget nous soit présentée par Rudy Sitcharn, du coup je tenais à vous lire un peu d'un point de vue, de vous faire une présentation générale de ce budget.
Donc, mesdames et messieurs, mes chers collègues, vous le savez, le vote du budget constitue toujours un temps fort de notre vie démocratique locale. C'est là la traduction chiffrée des choix politiques que nous déterminons sur l'Europe. Les projets importants pour notre ville. Et qui dit choix politique, dit aussi choix de gestion. Car un budget, c'est aussi une façon de gérer la ville. C'est une feuille de route qui explique comment atteindre les objectifs politiques que l'on s'est fixés. Des projets, des idées pour fleurir, ce n'est pas au fond ce qui manque. Par contre, comment on les finance, comment on trouve l'argent, dans un contexte difficile pour les communes, c'est tout autre chose. Et c'est justement ce à quoi tente modestement de répondre un budget. D'autant que nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui a durement impacté les territoires et je pourrais rajouter qui va durement impacter les territoires. Ce soir, j'ai donc l'honneur de vous soumettre le budget de notre commune. Je tiens évidemment à remercier le travail fourni par l'administration et tous les agents municipaux qui, en lien avec les élus, ont participé à l'élaboration de ce budget. Parce qu'il s'agit, in fine, d'un très gros travail collectif, c'est derrière beaucoup d'engagement, de temps, d'énergie, pour que ce document, parfois technique, puisse répondre du mieux possible aux attentes et besoins des habitants. C'est en tout cas notre volonté. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais il traduit une véritable volonté de rattraper le retard accumulé par notre ville ces 10 dernières années. Sans avoir la prétention de pouvoir tout faire, de pouvoir tout rattraper, ce budget 2021 est une traduction importante des grands projets de ce mandat, du temps long et des bases solides que nous posons pour notre ville. En 2019 et 2020, il fallait gérer d'urgence, penser des blessures et redonner des perspectives à notre ville. En 2021, nous allons vraiment commencer à entrer dans le concret, à nous projeter vers l'avenir. La nouvelle école d'abord, cette école qui répond à un besoin si urgent pour les familles et l'éducation de nos enfants. La situation, tout le monde la connaît. C'est près de 400 élèves supplémentaires à scolariser dans toutes nos écoles confondues entre 2019 et 2024. Et aujourd'hui, je peux le dire, nous mettons le paquet pour que cette nouvelle école voie le jour au plus vite. Nous sommes en bonne voie pour que le premier coup de pioche ait lieu d'ici la fin de l'année. Autre projet indispensable sur lequel nous avançons, le centre social. Ce formidable outil de solidarité et de convivialité pour les familles qui est devenu plus que jamais indispensable. Les événements récents que nous connaissons ne font que confirmer ce besoin d'un lieu pour les familles. Nous continuerons aussi à investir autant dans l'humain, dans la jeunesse et le service public en général. Ce budget trace le chemin pour l'ouverture de 30 nouvelles places en crèche créées d'ici à 2022-2023. Nous en avons déjà créé 20 supplémentaires l'année précédente, ce qui devrait porter à au moins 50 d'ici la fin du mandat. C'est aussi un budget ambitieux en direction de la jeunesse. Il précise notre volonté de doubler le nombre de bénéficiaires à l'aide au BAFA et de rouvrir, j'en parlais, dès cette année, le point information jeunesse. C'est également la création d'un service de médiation. C'est aussi un budget qui consacre, je le disais, la création d'un service de médiation. Au vu des circonstances, c'est aussi un budget de crise que nous nous apprêtons à voter. La situation sanitaire implique des dépenses conséquentes qui n'étaient pas prévues ni prévisibles. La ville fait le choix de continuer d'assumer un rôle d'amortisseur social face à la crise. Nous ne laisserons pas tomber les acteurs du sport, de la culture, tous les acteurs associatifs qui ont été gravement touchés par les conséquences de l'épidémie. C'est pour cette raison que nous maintiendrons l'enveloppe budgétaire qui leur est allouée. Nous avancerons sur le sujet de la sécurité et de la tranquillité avec des actions concrètes comme le lancement, j'en parlais au début, d'une étude indispensable qui préfigure la pose de caméras de vidéoprotection. L'écologie populaire, que nous n'oublions pas, reste au cœur de l'action municipale avec la création de jardins partagés dans la ville. Ces jardins seront un outil de démocratisation de l'accès aux jardins. De plus, nous poursuivrons le chantier de la géothermie ainsi que la rénovation de nos bâtiments publics qui sont en grande souffrance de façon à réduire notre empreinte écologique. 2021 sera donc une année importante, pour ne pas dire charnière dans ce mandat, avec la perspective de nouveaux équipements et le renforcement de nos services publics.
Il faut mesurer que ces mesures s'inscrivent dans un contexte où le gouvernement restreint dans le même temps les marges de manœuvre financières aux communes. Certains pourraient alors se demander comment sommes-nous capables de déployer autant d'énergie et de moyens. Je peux vous le dire, il n'y a pas d'argent magique, mais seulement du travail, de la rigueur dans les choix budgétaires que nous faisons. Un exemple concret, nous mobilisons systématiquement tous les cofinancements possibles auxquels nous pouvons prétendre, pratique qui était peu courante auparavant. Aujourd'hui, nous poussons le budget de la commune au maximum de ses capacités. Je le disais, il n'y a pas d'argent magique. Sérieux, ambitieux, combatif, pragmatique, c'est le budget que nous proposons pour Fleury-Mérogis. Un budget pour l'avenir, celui de l'humain d'abord, celui d'une ville pour tous, écologique, solidaire, attaché à ses services publics. Je vous remercie et je en laisse la présentation à Rudy Sitcharn. Je dis le bonsoir à tout le monde, ainsi à ceux qui sont sur Facebook Live. Je remercie M. le maire pour sa présentation. Chers collègues, le budget primitif est un acte politique qui fixe les moyens que se donne le conseil municipal pour réaliser ses objectifs en respectant des règles strictes où les dépenses et recettes sont évaluées de façon sincère. Il autorise le maire à réaliser un certain nombre d'opérations budgétaires. Le vote du budget se fait par chapitre. Le budget n'est pas figé. Il peut être modifié en cours d'exercice par des décisions modificatives en fonction de l'évolution des dépenses ou des recettes qui n'auraient pu être prévues au moment de l'adoption du budget. Pour l'exercice 2021, le budget de la commune s'équilibre ainsi. En fonctionnement, 17 738 047,25 €. En investissement, 5 673 826,93 €, qui nous donne un total de 23 411 874,18 €. Vu que le budget est voté par chapitre, les recettes de fonctionnement est de 17 738 000. Les recettes de fonctionnement est de 17 738 047,25 € et se décompose ainsi. Au chapitre 2, un excédent de 2 344 283,25 €. Au chapitre 13, l'atténuation des charges de 330 000 €. Au chapitre 70, produits de services, 766 587 €. Le chapitre 73, impôts et taxes, 9 703 977 €. Au chapitre 74, dotation, subventions et participations, 4 501 838 €. Au chapitre 75, autres produits de gestion courante, 35 360 €. Au chapitre 76, produits financiers, 2 €. Au chapitre 77, recettes exceptionnelles, 35 000 €. Au chapitre 78, reprise sous provision, 20 000 €. En opération d'ordre, de transfert entre sections, 3 000 €, ce qui donne les 17 738 047,25 €. Ça, c'est pour les recettes de fonctionnement. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, il va se décomposer ainsi. Au chapitre 11, charges à caractère général, 4
438 731 € et 25 centimes. Au chapitre 12, charges de personnel, 11 86 884 €. En virement à la section de fonctionnement, 800 000 €. Opération d'ordre, 444 811 €. Autres charges de gestion courante, 623 121 €. Au chapitre 66, charges financières, 125 000 €. Au chapitre 76, charges exceptionnelles, 193 500 €. Et dotation aux provisions, 30 000 €. Et le total qui revient à 17 738 047 € et 25 centimes. Sur les dépenses de fonctionnement, comme vous pouvez le constater, la charge du personnel reste toujours un sujet très important, plus de 11 millions €. Mais ce qui est très important, nous avons pu faire un virement à la section d'investissement de 800 000 €. Malgré un contexte difficile où des dépenses supplémentaires s'est rajoutées avec la pandémie de la COVID-19, la majorité a su faire face à ces dépenses en ayant toujours une gestion rigoureuse des deniers publics, en maîtrisant le budget tout en renforçant un service public de qualité. Cette rigueur permet de terminer l'exercice 2020 avec un excédent en section de fonctionnement de 2 344 280 € et 25 centimes. Nous avons aussi pu approvisionner le chapitre 23 de 800 000 € pour un virement à la section d'investissement. La majorité a fait le choix de privilégier son autofinancement en abandonnant la section d'investissement d'un virement complémentaire de la section de fonctionnement dans la perspective d'une politique d'investissement ambitieuse et incontournable, notamment celle visant à la construction de nouveaux équipements scolaires et de l'entretien du patrimoine communal. Maintenant, je vais vous présenter la présentation de la section d'investissement. Les recettes d'investissement est de 5 673 826 € et 23 centimes. C'est bien ça? Ah, 93 centimes. Non, c'est moi qui me suis fait une erreur de frappe en recopiant. C'est 93 centimes. Non, vous avez raison. C'est mon erreur de frappe ici. Je m'excuse. Au chapitre 1, excédent d'exploitation, 3 135 163 € et 74 centimes. Au chapitre 10, dotation fonds divers, 938 268 €. Et sous ce chapitre, je signale que nous avons un virement de la section de fonctionnement au compte 1068 de la somme de 500 000 €. Au chapitre 13, subvention d'investissement, 355 592 € et 19 centimes. Le chapitre 40, mouvement d'ordre entre sections, 444 811 €. Et le chapitre 21, virement de la section de fonctionnement de 800 000 €. Les dépenses d'investissement, toujours pareil, 5 673 826 € et 93 centimes, qui se décompose ainsi au chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves s'élève
à 169 118 €. Emprunts et dettes assimilées s'élèvent à 380 000 €. Le chapitre 20, immobilisation incorporelle, s'élève à 136 867 € et 43 centimes. Le chapitre 21, immobilisation corporelle et opération 12, s'élève à 4 853 841 € et 50 centimes. Et je signale que sous ce chapitre, nous avons la somme de 2 147 450 € de fonds propres de la commune pour le financement du nouveau groupe scolaire, ce qui confirme la volonté de la majorité de doter la ville d'infrastructures importantes pour le bien-être de la population. Au chapitre 26, participation et créances rattachées à des participations s'élèvent à 130 000 €. Le chapitre 27, autres immobilisations financières s'élève à 1 000 €. Et le mouvement d'ordre, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais, et mouvement d'ordre entre sections s'élève à 3 000 €, c'est bien ça. Voilà. La présentation détaillée a été faite. Je ne sais pas si les collègues ont des questions à poser ou des remarques avant qu'on puisse passer au vote chapitre par chapitre. Oui, c'est bon pour moi, c'est bon. Je suis passé. Bien, écoutez, merci. Merci, chers collègues. On va procéder au vote chapitre par chapitre. Bon, quand même, c'est bien de leur dire, on essaye de pousser le budget au maximum de ce qu'il peut faire. Trois éléments quand même pour la population. C'est quand même une année aussi où on épure quelques factures qui couraient depuis plus de 2014. Je tiens à donner ça en indication. Le paiement des assurances de plus, un écart de plus de 100 000 € que nous devons épurer. Des factures pour voirie qui n'avaient pas été payées à hauteur de plus de 200 000 €. Et enfin, il m'en manque une troisième. Tout à fait. Le loyer de soi-disant du commerce Ali, qui n'est pas réglé depuis un certain temps. Bon, tout ça, c'est des choses que nous récupérons et qui ne facilitent pas le budget, mais que nous épurons, et c'est une bonne chose. Le virement à la section de fonctionnement, de la section de fonctionnement à la section d'investissement, qui n'a pas eu lieu depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, c'est un signe important, un signal important. Et concernant l'excédent, il faut aussi rappeler à tout le monde que c'est aussi un prêt qui a été contracté en 2015 et qui court encore. Voilà, ne pas croire, ne pas confondre, ne pas penser que la ville chaque année dégage 2,3 millions, ça ne correspond pas du tout à la réalité. C'est un prêt qui est encore existant, qui avait été fait de façon un peu étonnante. Voilà, bon écoutez. Quand un prêt est fait pour investir dans de l'équipement, c'est sain, vous dotez la ville, vous améliorez la ville, vous la dotez d'équipements nouveaux. Quand un prêt est fait et puis vous n'avez pas d'équipement derrière, c'est plus qu'étonnant. Bon, c'est des choix de gestion, nous ne reviendrons pas là-dessus. Bien, nous allons donc devoir voter quand même, chers collègues, passer à de nombreux votes, chapitre par chapitre. Bien, donc nous allons commencer par la section de fonctionnement avec les recettes. Du coup, je propose de mettre aux voix le chapitre 70, produits du service et du domaine, qui vote pour,
Voilà, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 73, impôts et taxes, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors je précise qu'on pourrait faire qui vote contre, qui s'abstient, et après en fait on regarde et tout le monde... Mais je trouve c'est bien symboliquement de lever la main en votant pour. Parce que maintenant, de trop nombreux endroits, les élus, ils attendent et ils ne lèvent plus la main. Donc je suis désolé pour l'exercice, mais je pense que c'est bien, ça montre un engagement quand même. Chapitre 74, dotation et participation, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, qui vote pour, voilà, qui s'abstient, qui vote contre, unanimité, merci. Chapitre 76, produits financiers à 2 €, c'est énorme, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 77, produits exceptionnels, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 78, les reprises sur provision, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 13, atténuation de charges, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 02, l'excédent d'exploitation, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Pour ce qui concerne des recettes d'ordre, chapitre 42, les mouvements d'ordre de section à section, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Les dépenses réelles, chapitre 11, charges à caractère général, qui vote contre. On recommence, désolé, je me suis emballé. Chapitre 11, les dépenses réelles, charges à caractère général, qui vote pour, excusez-moi. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. C'est bien, il y en a qui suivent, même moi je me suis laissé prendre. Chapitre 12, frais de personnel, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 66, charges financières, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 67, charges exceptionnelles, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 68, provision pour créances douteuses, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Je viens de faire les provisions pour créances douteuses. Les dépenses d'ordre, chapitre... Comment ? Chapitre 42, mouvement d'ordre entre sections, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 23, virement à la section d'investissement, ça ne s'est pas fait depuis 10 ans, qui vote pour. Ah, ce vote-là n'a pas eu lieu depuis 10 ans, chers collègues, donc sachez-le. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. On passe à la section d'investissement qui est un peu moins longue. Alors pour le public, sachez que ce que nous faisons là, c'est le condensé de ce qui a été présenté. Voilà, mais nous le votons du coup chapitre par chapitre. Les recettes réelles du coup de la section de fonctionnement au chapitre 1, l'excédent d'exploitation, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 10, les dotations fonds divers, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 13, subventions d'investissement, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Nous passons aux recettes d'ordre. Le chapitre 40, les mouvements d'ordre entre sections, qui vote pour, qui s'abstient et qui vote contre, unanimité, merci. Chapitre 21, virement à la section de fonctionnement, qui vote pour, voilà, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Les dépenses réelles, chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Emprunt, chapitre 16, emprunt et dettes assimilées, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, qui vote pour, qui s'abstient, qui vote contre, unanimité, merci. Chapitre 21, immobilisation corporelle et opération 12, qui vote pour, qui vote contre,
qui s'abstient, unanimité. Merci. Chapitre 26, participation et créances rattachées à des participations. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Chapitre 27, autres immobilisations financières. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Enfin, les dépenses d'ordre. Le chapitre 40, mouvement d'ordre de section à section. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Notre budget est voté et je vous le dis, ça paraît anodin, mais nous avons quand même produit un vote qui ne s'était pas produit depuis de nombreuses années et c'est une très bonne chose pour le budget communal. Donc nous avons terminé le point 1 avec le vote du budget primitif et nous passons au point 2 pour la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent avec l'affectation prévisionnelle présentée par Rudy Sitcharn. Effectivement, pour que sur le budget, on doit chaque année, effectivement, si un excédent, on doit l'adopter pour qu'il puisse être intégré au niveau de la section de fonctionnement et d'investissement. C'est vrai, cet exercice 2020 a donné un excédent en section de fonctionnement de 2 844 283,25 € et un excédent en section d'investissement à hauteur de 3 135 163,74 €, soit un excédent prévisionnel global de 5 979 446,99 €. C'est vrai, il faut remarquer que, surtout en section d'investissement, les 3 135 163,74 €, cet excédent est dû à l'emprunt de 2015 qui n'est pas encore épuisé. Il est toujours en cours. Bon, c'est vrai, ça reste un peu d'argent sur le compte, ça nous permet de continuer les investissements que nous avons vus. Mais c'est vrai, sans cet emprunt en section d'investissement, on n'aurait pas eu d'excédent en principe. Sans cette, si on retire le reste du prêt, on a pratiquement zéro en investissement. Mais vu que c'est comme ça, il faut le voter, on n'a pas le choix. Mais par contre, il a été sous les 2 844 000 en section de fonctionnement, 283,25 centimes. Il a été décidé d'affecter 500 000 € du résultat de fonctionnement au compte 1068 afin de capter. Il a été décidé d'affecter 500 000 € du résultat de fonctionnement au compte 1068, excédent capitalisé en section d'investissement pour financer les projets d'investissement de la ville. Ça, c'est un geste qui est très fort. Nous avons pu avoir, à part les 800 000 € que nous avons mis en provisionnement sur le chapitre 23 et qui est au chapitre 21 en section d'investissement, nous avons pu avoir tout de suite 500 000 € qui ira directement pour financer les projets d'investissement de la ville. Qui est un acte très fort qui n'a pas été fait, comme dit le maire, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas pu affecter un parti d'excédent en section d'investissement pour le patrimoine de la ville. Ceci étant dit, il est proposé au conseil municipal de reprendre par anticipation les résultats prévisionnels de l'exercice 2020, ce qui donne lieu aux inscriptions budgétaires suivantes. Au chapitre 1, résultats antérieurs d'investissement reportés en recettes d'investissement à 3 135 163,74 €. En section de fonctionnement, il a été décidé d'affecter 2 344 280,25 € au chapitre 2 et 500 000 € au compte 1068 excédent capitalisé en section d'investissement. Préciser que les restes à réaliser font également l'objet d'une reprise anticipée. Il apparaît donc un besoin de financement des restes à réaliser
à hauteur de 107 980 € et 0,2 centimes. Préciser que les éventuels ajustements nécessaires et liés au résultat définitif, tels que ces derniers ressortiront du compte administratif, seront effectués dès le vote de ce dernier document budgétaire. Autoriser Monsieur le maire à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Je ne sais pas si les collègues ont des remarques ou des questions avant qu'on puisse passer au vote de la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. Bien, merci Rudy. Je ne vois pas de questions, donc je propose de passer aux voix. Qui vote pour cette délibération? Qui vote contre? Abstention, unanimité, merci. Nous avons ensuite la délibération numéro 3 sur le vote des taux des taxes directes locales pour 2021. Rudy Sitchard nous présente cette délibération. Merci bien. Comme tout le monde le sait, depuis éventuellement cette année, on a ce qu'on appelle la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers et en principe en 2023 pour 100% des foyers français. Suite à la réforme fiscale, la délibération des votes des taux ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Mais par contre, pour compenser la perte de la taxe d'habitation pour le financement des communes, l'État a décidé d'intégrer le taux de la taxe foncière du département qui sera additionné à la taxe foncière bâtie des communes. La taxe foncière du département s'élève à 7,37%. En l'additionnant aux 15,56% de la commune, ça donne 31,93% pour le foncier bâti. Et 150 et les non bâtis restent toujours identiques à 150 € et 50,15% pour le foncier non bâti. Je signale que, en ce qui concerne la commune, notre taux est resté identique parce qu'on n'a pas eu d'augmentation. Il est toujours de 15,56 €. De 15,56, 15% 56. Je ne sais pas comment il faut le dire. Voilà. De 15% 56. Je n'aime pas trop les virgules. Parce que 16% serait beaucoup plus facile. Bon, ce qui a retenu le plus important, c'est que notre commune, nous avons fait le choix de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière. Et on a l'impression que c'est augmenté, mais pour le foyer Flora Cumois, sache qu'en additionnant celle, parce qu'il faut rassurer aussi nos compatriotes, qu'en additionnant celle de la taxe foncière bâtie du département, votre taux d'imposition restera identique. Restera identique. Je prends un exemple bête. Si par exemple vous avez l'habitude de payer 1 000 € en comptant, 1 000 € en comptant celle de la commune et celle du département, ça restera pareil. Bon, peut-être on a toujours les petites augmentations, mais qui n'est pas liées au pourcentage. Mais on va rester toujours identique à tout ce que nous payons chaque année. Pour l'instant, on n'a pas eu d'augmentation. Ceci étant dit, donc, il est proposé de voter la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est de 31,93% et pour les fonciers bâtis et de 150, pour les non bâtis, non, pour les bâtis de 31% en 93
Pour les bâtis de 31 pour 193 et pour les non bâtis de 150 pour 100,15. Voilà. Merci Rudy. J'ai dit... Non, c'était très bien, mais une taxe foncière bâtie à 150%. En tout cas, c'est sûr que les finances de la commune se porteraient mieux, mais je crois que nos concitoyens ne seraient pas tout à fait satisfaits. Il faut noter quand même l'effort qui est fait. Aucune augmentation depuis plus de 12 ans, alors que le coût de la vie, le coût de l'électricité, le coût du chauffage, le coût du gaz, le coût de tout ce que vous voulez, lui, a augmenté. Bon, c'est des choix, mais à un moment donné, tout n'est pas non plus possible. Et l'argent, je le disais, n'est pas magique. Bien, eh bien, écoutez, je vous propose de mettre aux voix cette délibération numéro 3, qui vote pour les taux présentés, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Nous passons ensuite au point numéro 4, puisque nous sommes au vote du budget, qui va nous être présenté par Hicham Ouba, à qui je laisse la parole. Donc, bonsoir à tous. En 2021, le budget global des subventions est proposé pour un montant de 198 000 euros répartis donc, en subventions de fonctionnement et en subventions de projets spécifiques. Les subventions des associations qui n'ont à ce jour pas rendu de dossier complet seront reportées à une prochaine délibération. Un fonds de réserve est prévu à cet effet. Donc après étude des dossiers par donc les services compétents, services culturels et vie locale, donc les propositions de déploiement de subventions pour les associations est présentée donc sur un tableau 6 juin. Donc il est proposé au conseil municipal donc de voter de voter les subventions. Bien, merci. Alors je rappelle à ceux qui sont membres d'un conseil d'administration d'une association qu'ils ne peuvent pas prendre part au vote. Voilà, donc je poserai la question qui ne prend pas part au vote dans ce vote. Alors, qui vote pour la subvention aux associations telles qu'elles sont présentées? Donc là, nous ne pouvons pas avoir l'unanimité. Alors, donc vous votez pour la procuration, mais pas pour vous. On est bien d'accord? Voilà, donc là, vous avez voté pour la procuration. Ensuite, qui s'abstient, qui vote contre et qui ne prend pas part au vote, là, vous votez pour vous-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui ne prennent pas part au vote. C'est bon? Il y a Laurent en plus. C'est une erreur. Laurent vote pour. Laurent vote contre. C'est une erreur. Bon, alors qui ne prend pas part au vote? 1, 2, 3, 4, 5 ne prennent pas part au vote. Merci, chers collègues. Alors, nous avons maintenant la délibération suivante qui concerne le versement de la première partie de subvention au COS, au Comité des œuvres sociales de la ville de Fleury-Mérogis, pour l'année 2021. Alors, nous avons un petit souci, nous formulons le vote parce qu'il est nécessaire, mais pour pouvoir voter dans l'intégralité cette subvention, nous avons besoin d'un certain nombre de documents, en l'occurrence le bilan financier de l'année N-1, ainsi que d'autres documents. Ne disposant pas de ces documents, nous aurions pu ne pas voter la subvention au COS, mais nous sommes attachés au fait que les salariés puissent bénéficier des œuvres sociales de la ville, et donc nous allons voter la moitié de la subvention pour pouvoir débloquer et permettre de continuer les activités du COS, mais nous attendons avec impatience de pouvoir voter l'autre moitié et donc de disposer des documents nécessaires. Voilà, je ne sais pas si ça soulève des questions. Donc il s'agit en l'occurrence d'une subvention pour aujourd'hui de 28 500 € avec les réserves que j'ai apportées, c'est-à-dire en attente des documents nécessaires. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui vote pour cette subvention? Bien. Qui vote
Contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Nous avons l'appurement des comptes 1069, la délibération numéro 6, présentée par Rudy Sitcharn. Oui, effectivement, pour le 1er janvier 2023, si je ne me trompe pas, on va changer de document comptable. Et il faut qu'on appure le compte 1069 qui est dû aux différentes réformes qui s'est fait en 1997, de la M11, M12 à la M14. Et il faut avoir cette écriture comptable afin qu'en passant à la M57, qui sera au 1er janvier, pour que toutes les choses soient bien, qu'il n'y ait pas de... que les trucs soient bien réglo, et qu'on commence avec un document comptable vraiment toute neuve. C'est pour cela que le Trésor public nous demande d'appuyer le compte 1169 au titre de l'exercice budgétaire 2021 par l'émission de mandat d'ordre semi-budgétaire de 69 117,41 € au compte 1068. C'est ce qui est proposé au conseil municipal. Bien, merci Rudy. Il s'agit en fait simplement d'une écriture comptable et technique. Rien de bien particulier. C'est une mise à jour au titre de la M14. Voilà, c'est quelque chose de très technique mais nécessaire. Donc qui vote pour cette délibération? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous allons ensuite sur la numéro 7, la DSIL, dotation de soutien à l'investissement, plan de relance 2021. Alors vous savez sans doute, je m'adresse aussi bien aux élus qu'au public nombreux qui nous regardent, que le gouvernement a décidé de voter des enveloppes de dotation de soutien à l'investissement local, et comme son nom l'indique, pour soutenir l'investissement. En l'occurrence, et je disais que c'était un conseil municipal structurant quand même pour le mandat, il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, mais celui-là en fait partie. Nous avons voté le budget où nous avons voté un virement à la section d'investissement, c'est un geste fort, et nous nous apprêtons à voter l'autorisation pour le maire à signer les différents documents relatifs à l'attribution d'une subvention, donc de la DSIL, dotation de soutien à l'investissement, à hauteur de plus de 700 000 € pour un équipement de santé publique locale. Et donc ce n'est pas une petite affaire puisque c'est un acte fort. Nous, sur un budget total d'1,8 million, quand même, nous allons voter le fait d'obtenir un peu plus de 700 000 €, 740 000 € pourrait nous accompagner à financer cet équipement, soit quand même 40% du financement de l'équipement. Voilà, écoutez, c'est une bonne nouvelle, si on pouvait en avoir plus souvent des comme ça. Je propose de mettre aux voix cette délibération. Qui vote pour ces 700 000 € que la DSIL, que l'État souhaite nous attribuer? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, alors là, il faut aussi l'entendre, c'est un autre élément important pour ce mandat et surtout pour les habitants. La délibération numéro 8 concerne un avenant au contrat de partenariat. Il s'agit cette fois d'un financement que nous allons chercher auprès du département de 2 fois 700 000 €, donc 1,4 million, qui concerne la future école, le futur groupe scolaire. Donc je fais un petit rappel sur cet équipement. Il y a plusieurs mois, nous avions 0 en termes de financement. Aujourd'hui, nous avons 2 millions d'euros de la part de l'État et nous nous apprêtons à voter un contrat de partenariat qui nous permettra de voter un contrat de territoire pour 700 000 € et qui nous permettra ensuite de revoter les années suivantes un nouveau contrat de territoire. C'est donc de l'argent que nous allons chercher pour la future école et là encore c'est du concret. Ça se fait pas en 2 semaines, mais voilà, c'est du très concret pour les enfants et les habitants. Écoutez, 700 000 €, c'est pas mal. Eh ben, je propose de mettre aux voix. Qui vote pour cette délibération numéro 8 et cet avenant au contrat de partenariat? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci.
nous venons de voter des financements pour un équipement de santé publique local. Nous venons de voter des financements pour la future école. Alors là, délibération numéro 9, il s'agit d'une souscription des parts au capital de la SCIC HLM IDF Habitat. Évidemment, l'action ne coûte pas cher puisqu'il s'agit de 23 €. Et donc la ville va se porter acquéreur d'une action. Enfin, ce n'est pas une action d'ailleurs, c'est une part puisqu'il s'agit d'une coopérative. Et donc la ville va se porter acquéreur d'une action à hauteur de 23 € et va ainsi pouvoir siéger au conseil d'administration et peser un petit peu plus auprès du bailleur. C'est bien, c'est important pour les habitants. Voilà. Donc écoutez, voilà la délibération, donc numéro 9, où nous apprêtons à acheter une part à 23 € pour siéger au conseil d'administration d'IDF Habitat. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Sinon, mettons en voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, nous avons délibération. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Dans mon emballement, on va compléter ce vote. Donc, on a voté l'achat de la part à 22 €, tout à fait. 23, pardon. Excusez-moi, 23 €. Ça a été voté. Nous avons ensuite l'article 3 de donner pouvoir... Comment ? 2 et 3, de donner pouvoir à Olivier Corzani, maire de la ville, et de désigner Olivier Corzani, maire de la ville, coordinateur à l'Assemblée générale de la SCIC HLM IDF Habitat. Non, c'est Daniel Moisan, pardon. C'est toi qui devras représenter la ville de Fleury-Mérogis. Voilà. Donc, on propose de désigner, on va remettre les choses dans l'ordre, Daniel Moisan, représentante de la ville de Fleury-Mérogis à la SCIC IDF Habitat. C'est ce que nous apprêtons de voter. Bon, qui est... Oui, l'article 2 et 3, nous votons. Qui vote pour? Qui vote contre? Unanimité, merci. Excusez-moi pour ce petit mélange... Ça arrive. Et du coup, Voilà. Du coup, nous arrivons à la délibération numéro 10, qui concerne la redevance pour l'occupation du domaine public et la régie de l'eau, qui nous est présentée par Roger Perret. L'objectif de la délibération, c'est de régulariser une situation qui existe depuis 2010, chose qui n'avait pas été faite. Il s'agit d'une délibération qui vise à aller chercher un peu d'argent. Et donc le régime de redevance d'occupation du domaine public pour les réseaux d'eau potable a été modifié par le décret 2009-1683 du 30 décembre 2009 et il est applicable depuis le 1er janvier 2010. Le décret précise que cette redevance repose sur l'assiette de la longueur du réseau d'eau potable affectée d'un tarif maximum au kilomètre de réseau fixé à 30 €, valeur au 1er janvier 2010. Le décret précise également que le taux de la redevance est déterminé par le conseil municipal dont dépend le territoire. Et donc, il est proposé au conseil municipal, vu le Code général des collectivités, vu le décret 2009-1683, il est proposé au conseil municipal de fixer le taux plafond pour percevoir la redevance d'occupation du domaine public des réseaux d'eau potable au taux maximum d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis en valeur au 1er janvier 2010, dire que ce tarif est révisé annuellement sur la base de l'index ingénierie défini au journal officiel. Ça va nous permettre de toucher cette redevance. Il ne s'agit pas d'une somme importante, quelques centaines d'euros, mais au moins on régularise une situation qui ne l'était pas. Bon, c'est toujours bon. Écoutez, qui vote pour cette délibération? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous avons ensuite donc la numéro 11. Il s'agit d'une demande de subvention auprès de la CAF. Voilà. On a fait l'équipement de santé publique locale, on a fait l'école, on va revenir après sur l'école encore.
Et nous nous attaquons maintenant au futur centre social de la ville, et donc de demander une subvention auprès de la CAF pour l'aide à la préfiguration de l'animation de la vie sociale, et en gros pour préfigurer au futur centre social. Donc écoutez, c'est une délibération qui a pour but d'accompagner la ville dans le diagnostic social que nous devons faire avant la création de ce futur centre social que nous attendons avec impatience et sur lequel la municipalité travaille. Je ne pense pas que ça suscite beaucoup de réactions. C'est encore une fois un équipement important. Qui vote pour cette délibération numéro 11 ? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous avons ensuite la délibération numéro 12 qui concerne une signature d'une convention sur des aspects culture, et c'est pourquoi ce sera Isabelle Durand qui nous la présentera. Bonsoir. Alors, le département intervient auprès des collectivités pour soutenir et développer les actions artistiques et culturelles du territoire. Dans ce cadre, il a mis en place un dispositif de contrat culturel de territoire qui a pour objet de nous accompagner dans la mise en œuvre et le développement de certains de nos projets culturels en octroyant une aide financière dans la mesure où ces projets correspondent aux orientations départementales, qui sont, je le rappelle, le soutien à la création et à l'innovation, l'éducation artistique et culturelle et l'enseignement artistique, et la préservation et la valorisation du patrimoine. Voilà, ce soutien peut porter sur l'ensemble des champs culturels, que ce soit l'enseignement artistique, le spectacle vivant, le cinéma, la lecture, le patrimoine, etc. Et il peut être complété par une aide à l'investissement qui permet soit l'acquisition d'outils nécessaires à la réalisation des projets, soit à des travaux de restauration du patrimoine. Donc le conventionnement 2021 répond à ces orientations et il est proposé d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention, le contrat culturel de territoire pour l'année 2021 et 2 dossiers d'aide à l'investissement, l'un pour l'acquisition d'outils, de matériel pour le conservatoire et la salle Malraux, et le deuxième pour la rénovation de l'église du Saint-Rédempteur. Voilà. Bien, eh bien merci. Écoutez, je propose de mettre aux voix pour la signature de cette convention. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous avons ensuite l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal qui ne change pas. Il s'agit de la même formule que précédemment. Je ne pense pas qu'il y ait de remarques particulières sur ce point numéro 13. Donc je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Enfin, ce sera la dernière délibération de ce conseil municipal, et là encore, c'est une délibération importante, nous sommes à la 14, et donc, puisqu'il s'agit de déposer une demande de permis de construire et d'autorisation de travaux pour une école primaire à Fleury-Mérogis. Donc voilà, c'est un nouvel acte que le conseil municipal pose et qui montre l'avancée sur ce projet d'école. Écoutez, c'est encore une fois positif. Je ne pense pas que ça suscite de remarques particulières. Et pour information, nous devions en faire la présentation de cette école avec l'architecte samedi dernier, présentation qui a dû être reportée en raison des conditions sanitaires qui se dégradent malheureusement. Et donc nous espérons très vite pouvoir en faire une présentation aux habitants, en pouvant aussi intégrer les remarques. Vous aurez quand même quelques éléments dans le journal municipal qui sera dans les boîtes aux lettres, le mensuel, ce jeudi. Et donc je vous invite à vous y plonger et à le lire attentivement. En attendant, nous allons donc autoriser à déposer une demande de permis de construire et d'autorisation pour cet équipement. Qui vote pour?
Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Le point 15, je l'avais dit, est remis à un prochain conseil municipal. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation, votre attention et surtout votre participation et implication dans la vie citoyenne de notre commune. Ça demande du temps et de l'énergie et les résultats seront à la hauteur de toute l'énergie que nous pouvons donner au quotidien. Merci à nos amis qui nous regardaient en Facebook Live. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et prenez bien soin de vous. La pandémie est encore là. À très bientôt.